Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez la pêche à l'heure où vous nous écoutez. Moi, je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Hollywork, le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir dans son travail. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de l'évolution du monde du travail avec un sujet qui nous touche tous de près ou de loin et qui a été au moins une fois dans sa vie super important. C'est le recrutement. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, c'est un sujet qui nous touche tout particulièrement. Et surtout aujourd'hui, parce que recruter un collaborateur, c'est devenu un parcours du combattant. J'ai vécu moi-même une époque où le pouvoir était côté entreprise. L'entreprise avait l'embarras du choix entre tous les candidats qui postulaient pour un poste. Ils publiaient une annonce, ils recevaient des dizaines de CV, suivaient des rendez-vous, et là, ça passe ou ça passe pas. Ou en tout cas, voilà, si ça passait et qu'on signait le contrat, là, on faisait tout pour rester en poste. C'était vraiment genre le gros stress. Aujourd'hui, on vit un inversement de la situation, puisqu'avec un taux de chômage de près de 7%, l'offre de nouveaux postes est supérieure au nombre de candidats. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup moins l'embarras du choix et ce sont donc les candidats qui ont pris le pouvoir. Ajoutez à ça l'évolution de la relation au travail, puisque d'après une étude BCG et Ipsos, les top 3 des motivations des collaborateurs sont numéro 1, l'intérêt du poste, numéro 2, le bien-être au travail et numéro 3, un travail en lien avec les valeurs. Ajoutez à cela une volatilité inédite des collaborateurs en poste, je parle bien de CDD et de CDI, puisque d'après l'INSEE en 2022, on a comptabilisé près de 500 000 démissions par trimestre et 500 000 ruptures conventionnelles sur toute l'année. Donc c'est juste énorme. Et c'est pas fini parce que selon la dernière étude Montaigne des Français au travail, 37% des salariés veulent quitter leur entreprise d'ici 2 ans et 29% des salariés ont envie de se mettre à leur compte. Donc aujourd'hui, le recrutement, c'est pas si simple. C'est un sujet qui est devenu central pour les dirigeants et les RH. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une conférence il y a pas très longtemps sur la fidélisation des candidats, des collaborateurs. Et les gens qui étaient à cette conférence-là m'ont dit qu'ils passaient la moitié de leur temps sur le recrutement. Donc c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il est en pleine mutation. Et pour se parler de ce sujet-là aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léo Bernard. Léo Bernard, il est cofondateur et formateur en recrutement pour l'entreprise qui s'appelle Blendy. Et il a aussi créé un podcast qui s'appelle Tam Tam, qu'il anime en mettant en lumière les gens qui font le monde du recrutement. Et aussi, il est Top Voice LinkedIn. Donc moi, je suis hyper flattée de l'avoir aujourd'hui en tant que Top Voice LinkedIn parce que c'est quand même un aboutissement dans la vie d'être Top Voice LinkedIn. 20 000 abonnés. Donc bonjour et bienvenue Léo. Bonjour Céline. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, super. J'ai une forme de malade, une pêche de malade aujourd'hui, donc hâte de pouvoir parler de tout ça. En plus, du coup, tu parlais de Top Voice, c'est en exclu, parce que c'est que depuis hier, à l'heure où on enregistre l'épisode. Nous donc sommes bravo le à toi. 11 janvier. Céline, première sur l'actu. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours ? Est-ce qui t'a amené à te concentrer sur le sujet du recrutement ?
Bien sûr, tu veux après combien de temps? Tu veux la version courte, moyenne, longue? Ma vie, mon œuvre en 3 minutes. En 3 minutes. Écoute, moi aujourd'hui, du coup, je suis entrepreneur, le plus beau métier du monde. C'est un kiff parce que du coup, on en parlait avant d'enregistrer. Tu fais ce que tu veux, tu crées des choses et ton but, c'est répondre à des problèmes, à des solutions. Donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est de former des gens au recrutement. C'est ma casquette, ma plus grosse casquette principale avec Élise, qui est la meilleure associée du monde, et une des meilleures chasseuses de tête de Paris. Et en parallèle, du coup, j'ai un job de créateur de contenu où donc j'ai le podcast dont tu parlais, qui est Tam Tam. Et je travaille beaucoup aussi avec Welcome ce jingle, que j'aime beaucoup. Mais du coup, pourquoi je te dis ça et pas parler du passé? Parce qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que ça répond aux besoins que j'ai identifiés dans mon parcours. Moi, je travaillais dans des grands groupes comme L'Oréal, dans du conseil, comme Faber Novel, dans des startups, Sigfox, Choco, ClearUp, en France, à l'étranger. J'ai été dans des boîtes qui avaient genre 0 budget en recrutement, des boîtes qui en avaient des millions, des boîtes où il y avait des LinkedIn Premium, d'autres où il n'y avait pas du tout, et tu avais un tableau Excel en guise d'ATS. Et le point commun entre ces différentes boîtes, c'est que le recrutement était jamais respecté. Il avait jamais de budget, ou très peu, en tout cas pas à la hauteur de ses ambitions. On était un peu dernière roue du carrosse, et c'est vas-y débrouille-toi, mais fais du boulot quand même, mais genre débrouille-toi et on n'est pas là pour t'aider. Et je me suis dit c'est bizarre que dans toutes les boîtes dans lesquelles je travaille, ce soit le cas. Et quand on interroge la plupart des recruteurs et des recruteuses, ils te disent que c'est pareil. Donc au global, en fait, le recrutement aujourd'hui est sous-valorisé, sous-développé, sous-respecté, et aussi parce que personne n'est formé au recrutement. Ça fait que depuis quelques années seulement qu'il y a des formations au recrutement qui existent, et il y en a pas assez. Et donc on s'est dit avec Élise il y a 2 ans qu'on allait créer une formation qui en fait répond à nos galères qu'on a eu en tant que CDI. Donc tu vois, en tant que salarié, on s'est dit il y a un truc qui nous dérange, c'est on aimerait bien être formé pour avoir les armes, les outils et le budget et les outils pour arriver à recruter efficacement. Et ça on l'avait pas. Et donc quand t'es entrepreneur, tu crées des choses qui n'existent pas. Et donc on a créé une formation qui s'appelle du coup Blendy pour répondre à ce besoin. Ça du coup c'est je dirais la version courte. Alors tu parlais des galères. C'était quoi les galères quand tu étais en entreprise par rapport au recrutement? T'en as 2 principales. La première, je dirais, c'est que c'est très proche au métier de commercial, le métier de recruteur. Donc du coup, ton but, c'est de vendre. Sauf que quand t'es commercial, du coup, tu vends à des clients. Et c'est tout. Ça va dans un sens. Quand t'es recruteur, tu fais de la double vente. Donc du coup, de 1, tu dois vendre ton entreprise à tes candidats. Et de 2, tu dois vendre tes candidats à ton entreprise. Et du coup, ça fait que tu contrôles pas trop ce qui se passe. Et ça, c'est la première difficulté, première galère. Ça, c'est inhérent au métier. La deuxième, pour le coup, mais qui est un peu en train de changer, c'est que c'est un sport d'équipe, le recrutement. Tu n'es pas le seul à décider. Un commercial, s'il veut surperformer, il peut le faire tout seul. Toi, du coup, si tu veux surperformer, il faut que tu es hiring manager. Donc, la définition de hiring manager, c'est les gens en interne qui donnent les besoins. Une directrice commerciale, un directeur marketing qui va venir voir un recruteur en disant, j'ai besoin de tel profil. Et du coup, si ces personnes-là, qui sont à l'initiative du besoin, elles jouent pas le jeu, et que du coup, même des fois, elles jouent contre ton camp, c'est compliqué d'y arriver. Et comme c'est un boulot, un sport d'équipe, c'est les 2 choses majeures du recrutement. De 1, tu fais de la double vente, et de 2, c'est un sport d'équipe, mais ton équipe n'est pas toujours là pour t'accompagner. Alors, justement, aujourd'hui, on parle de vécu. Quelle est ton expérience de la situation? Tes clients, ils te racontent quoi? C'est quoi leurs problèmes quand ils viennent te voir? Il y en a plein. Et du coup, c'est là où on se dit qu'on est utile. Problème numéro 1, souvent, c'est le sourcing. Donc, du coup, l'identification des candidats. Avant de recruter, il faut que du coup, tu t'assures en effet de trouver les gens. Et beaucoup de gens ne les trouvent pas. Notamment pour des boîtes qui ont des métiers en tension. Par exemple, quand tu recrutes des développeurs, des développeuses, bon courage. Deuxième chose, par exemple, tu vois, les métiers dans l'hôtellerie, restauration. Troisième, les commerciaux. Et notamment les commerciaux itinérants. On a des clients, tu vois, qui cherchent des commerciaux partout en France. Mais genre, le job, c'est, tu passes la journée en voiture à aller voir des clients. Ça, bon courage pour attirer ces profils-là. Et donc, numéro 1 des problèmes, c'est le sourcing. Numéro 2, c'est une fois que j'ai trouvé ces gens, comment est-ce que j'arrive à les convaincre de venir chez moi? Donc, un peu, c'est un mix entre la marque employeur et un mix entre de l'évaluation. Ton expérience candidat, admettons, on est en entretien, comment j'arrive à te démontrer que ma boîte est mieux pour toi que celle que tu as aujourd'hui? Bien sûr. Ça, c'est très compliqué. Donc, deuxième problème. Et le troisième, je dirais, c'est un problème global de qu'est-ce qui est plus rapide? Comment on peut gagner en efficience en recrutement? C'est un métier où, comme il n'y a pas de formation, il n'y a pas de bonne pratique. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire. Ou en tout cas, il y en a, mais elles sont pas forcément identifiées. Et souvent, tu le découvres sur le tas, parce que du coup, le recrutement, souvent, t'es formé par ton ou ta manager. Et qui, elle-même ou lui-même, a été formé par son propre manager. Et du coup, t'as des mauvaises pratiques qui vont se transmettre comme ça de personne en personne. Et c'est à ça qu'on essaie de résoudre. Donc ça, c'est un troisième problème, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, comment je sais que mon quotidien marche ou pas. D'accord, donc le sourcing, la valorisation et l'efficience, c'est les 3 soucis. Je devais résumer, après il y en a plein d'autres, mais c'est les gros enjeux de nos boîtes. D'accord, super. Donc aujourd'hui, ce qu'on se disait en fait, c'est que le recrutement, il est plus seulement la responsabilité des RH comme avant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe aujourd'hui, le cycle le parcours en fait du recrutement aujourd'hui?
Là-dessus, je dirais, t'as 2 avant-propos, entre guillemets. Le premier, c'est que il y a pas vraiment de métier de recruteur, entre guillemets, dans le sens où les gens qui recrutent en France aujourd'hui, c'est pas des recruteurs et des recruteuses, ni des RH. C'est des dirigeants et dirigeantes, quand ils pensent. Le gros des boîtes, c'est des PME. Le gros des boîtes, c'est une personne qui souvent fait la compta, le marketing, la vente et les RH. Et donc, en fait, la plupart des gens qui recrutent, c'est pas leur métier. Et ça, c'est le paradoxe premier, tu vois. Deuxième chose, là-dessus, c'est que entre recruter pour une start-up des profils tech, recruter pour un grand groupe des profils en compta, recruter dans l'intérim des gens dans le bâtiment, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Et donc, en fait, le métier de recruteur n'existe pas vraiment, en fait. Il y a pas un tout. Quand t'es comptable, c'est beaucoup plus, c'est le même métier que tu fais partout. T'as des différences dans ton style de compta, mais le job reste plus ou moins le même. Quand t'es recruteur, c'est pas le même boulot. Et les challenges que tu vas avoir sont différents en fonction du type de boîte, du type de métier que tu recrutes, de l'expérience que tu vas avoir. Et donc, du coup, ça rend le métier hyper pluriel. Et donc, c'est avant-propos numéro 1. Numéro 2, c'est l'historique. Historiquement, les recrutements, c'était pas une fonction qui existait. C'était lié au RH. RH qui eux-mêmes n'existaient pas il y a quelques 50, 60 ans, tu vois. Ça a été fait après la Seconde Guerre mondiale. Et historiquement, les RH ont toujours été dernière roue du carrosse. C'est la fonction entreprise que personne n'aime, qui n'a pas de budget, tout le monde a peur des RH. Et le recrutement, c'est la sous-fonction des RH. Parce que donc, le RH, tu vas le voir au début et à la fin. Exactement. Et souvent d'ailleurs, tu vois, alors, tes amis, quand je disais je fais des études en RH, ah ouais, donc du coup tu tries des CV et tu vires les gens. C'est ça. Alors, oui, 5% de mon temps. Le reste, c'est autre chose. Ah bon, mais tu fais quoi? Et donc ça, c'est un autre problème, tu vois, historiquement, dans la fonction RH. Moi, pourquoi je fais du recrutement? Parce que j'ai fait un master RH dans lequel on nous disait, le recrutement, c'est le sous-métier des RH. Tu feras ça comme un premier pas. Après, tu feras un vrai métier. En gros, tu seras des RH, quoi. Et en gros, le recrutement, souvent, est dévalorisé. Aujourd'hui, c'est un peu la revanche parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'enjeu numéro 1 des boîtes, c'est pas vraiment de fidéliser. C'est d'abord de trouver ces personnes-là. Et donc, le recrutement monte en puissance depuis, 5 ans, 10 ans. Et ça, du coup, j'aime bien. Et donc, en fait, j'aime bien contribuer à cette mouvance-là qui fait qu'on redéfinit un peu les cartes. Et au sein des fonctions RH, les fonctions recrutement, souvent, sont maintenant mieux payées, voire même mieux payées que des RH. Quand tu regardes dans des startups, les salaires des TAM, donc les gens qui font du recrutement, des Talent Acquisition Managers, c'est plus élevé souvent que les RH. Ah ouais. Ce qui montre, tu vois, que c'est une tendance qui est en train de changer. Et deuxièmement, les outils recrutement, souvent, sont bien plus avancés aujourd'hui que les outils RH. Et donc, en fait, on est en train d'avoir une mouvance où le rapport de force entre RH et recruteur est en train de changer. Et au niveau général, d'ailleurs, le rapport de force des RH est en train de changer aussi. En interne, maintenant, on respecte les RH. Depuis le Covid, on se rend bien compte que ça a une utilité quand même, cette petite métier fonction RH. Et donc ça change beaucoup. Et ça, c'est hyper agréable. Et donc, qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces cabinets recrutement? J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, non? Je sais pas, j'ai pas de chiffres là en tête. Je suis en train c'est pas du tout prévu ma question, mais du coup, je rebondis sur ce que tu racontes. Oui, enfin, il y a énormément de cabinets de recrutement aujourd'hui. Ouais, mais il y en a toujours eu beaucoup. Après, tu vois, les gros cabinets qu'on connaît, genre les Ace, etc., Robert Walter, ils sont là depuis 30-40 ans, un grand max. C'est un métier récent, le métier de recrutement externalisé. Et en vrai, il y en a beaucoup, mais je pense pas qu'il y ait une tendance haussière. Pour moi, genre, c'est assez stable. En revanche, ils prennent plus de place parce qu'ils se rendent bien compte que un business où t'envoies des CV sans regarder les CV à des boîtes en espérant qu'il y en ait un qui close et que du coup tu gagnes 15% ou 20% de son salaire annuel, c'est pas un business qui marche aujourd'hui. D'ailleurs, les cabinets, pour moi, aujourd'hui, s'ils doivent, pour résister, il faut se former, il faut se mettre à la hauteur. Et je dis pas forcément de payer, juste en fait changer de méta d'esprit. Se dire, ok, en tant que cabinet, le temps où j'envoie des CV à la masse, il est révolu. Maintenant, c'est vraiment un rapport que je dois avoir avec des candidats. Faut que j'ai une vraie relation avec eux et avec elles pour envoyer vraiment les bonnes personnes à la bonne boîte. Ça. Et ce métier, il évolue dans la bonne direction et du coup, c'est génial. Et je pense que les cabs qui fonctionnent en mode machine à CV, industrie à CV, ne fonctionneront plus. Et ceux qui marcheront, c'est ceux justement qui auront un côté un peu agent de candidat. Tu vois, aujourd'hui, on parle de agent de candidat comme des agents de stars qui justement connaissent par cœur leur pool de candidats et présentent la bonne personne au bon moment à la bonne entreprise. Ça, pour moi, c'est l'évolution du recrutement. Ouais, j'aime bien ce que tu racontes parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Et donc, quelque part, la loi de l'attraction, c'est des gens qui se rencontrent parce que à un moment donné, ils sont sur la même longueur d'onde. Et donc, pour l'entreprise et le candidat, c'est exactement pareil. Plus l'entreprise, elle est pertinente et sharp sur qui elle est, ses valeurs et qu'est-ce qu'elle recherche comme profil. Et plus le candidat, il est sharp sur qui il est, pourquoi il postule pour telle entreprise et pour tel poste. Du coup, ça va matcher beaucoup plus facilement. Donc, c'est canon. Et donc, ce qu'on se disait aussi quand on a préparé cette émission, c'est que moi, j'ai vécu un temps où le recrutement, on prenait pas vraiment beaucoup de temps pour préparer un entretien. Quand j'avais des candidats
à recevoir pour un poste qui était vacant dans mon équipe, c'est vrai que c'était toujours entre 2 réunions, entre 2 trucs à l'arrache, et puis on faisait connaissance, et puis si ça matchait, ça matchait. Enfin, tu vois, c'était beaucoup une question de feeling. Et beaucoup moins une question rationnelle de est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'elle a vraiment les skills, etc. Et donc moi j'ai pris conscience de ça parce que vous le savez peut-être vous qui m'écoutez depuis un certain temps, mais j'ai un mari qui est entrepreneur et donc c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi sur sa manière et sa méthode pour recruter son équipe. Voilà, on a déconstruit ça et c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui doivent intervenir dans ce recrutement parce que c'est important qu'on s'entende bien aussi et qu'il y ait une bonne ambiance. Tout simplement parce qu'on parle beaucoup de désengagement au travail aujourd'hui. Et en fait, le fait d'apprécier les personnes avec qui on travaille au quotidien, ça contribue aussi à l'engagement dans l'entreprise et dans la vie de l'entreprise. Et donc, ma question, c'était justement, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes dont c'est pas le cœur de métier, tu vois, des gens qui sont commerciaux, qui ont pas du tout le métier RH ou recruteur, et pourtant qui doivent recevoir une personne pour un recrutement. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces gens-là ? Déjà, il y a une première chose, c'est dans l'absolu, c'est pas difficile le recrutement, c'est pas quelque chose de complexe, c'est juste quelque chose il faut prendre le temps de le faire. Donc en fait, c'est juste te dire, prendre le temps de réfléchir et de préparer les choses. Un bon recrutement, c'est un recrutement qui se prépare. Donc là-dessus, tu vois, je te fais une sorte de déroulé chronologique. Tu prépares déjà ton besoin. Est-ce que tu as besoin de recruter ? Ça se trouve, ton besoin, c'est d'avoir quelqu'un en freelance 2 jours par semaine qui fait le même boulot pour du coup moins cher et potentiellement mieux. Je grossis le trait, mais en fait, est-ce que vraiment tu as besoin de cette personne-là ou est-ce que c'est pas un problème interne de fonctionnement ? Une fois que tu as dit ça, c'est OK, j'ai identifié que j'ai un besoin de recrutement, quel est vraiment ton besoin ? Donc c'est quel job, c'est quelle mission et de manière précise, ça marche comment, ça marchait, pourquoi est-ce que du coup par qui c'était fait avant ? Pourquoi cette personne-là est importante ? Qu'est-ce qu'elle fera après en termes d'évolution professionnelle ? Quelles sont les compétences précises et pas un peu du n'importe quoi que tu as envie ? T'as des boîtes qui demandent des gens qui sont bilingues en anglais alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de travailler en anglais, mais du coup, ils se disent « Ah ouais, mais c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui parle anglais. » Non, on s'en fiche. Donc vraiment, trouver le besoin précis. De ça, identifier des compétences qui vraiment ont un impact. Et la compétence, c'est à la fois tes hard skills, donc ce que la personne sait faire en termes de compétences métiers, et tes soft skills, qui sont tout autant, voire même plus nécessaires aujourd'hui dans le monde du travail que les hard skills, parce que du coup, avec les bons soft skills, tu peux apprendre les hard skills, alors que l'inverse, ça marche pas. Exactement. Donc, identifier ça. Ensuite, une fois que t'as ça, tu fais OK, mon besoin est identifié. Maintenant, étape 2, c'est comment je trouve ces personnes. Là-dessus, tu as 2 approches. Soit tu fais du coup donc de la partie inbound. Donc, inbound, c'est un terme du marketing qui est appliqué au recrutement. Donc, c'est qu'est-ce que tu fais pour attirer les gens, la marque employeur, tes posts sur LinkedIn, une annonce de qualité, etc., etc. Et d'un côté, tu as la partie outbound, donc comment tu vas aller chercher du coup des candidats. Là-dessus, c'est la chasse sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est comment tu vas toi aller à la pêche aux candidats. Donc là-dessus, du coup, c'est là où tu te dis 1, j'ai identifié mon besoin, 2, j'ai identifié comment je vais trouver ces personnes. Une fois que c'est fait, tu passes à l'étape numéro 3, c'est j'ai déjà en entretien, comment je fais quoi en fait, je pose quoi comme question. Et clairement, si tu commences par présentez-vous pendant 20 minutes, que tu demandes les qualités et les défauts, et est-ce que la personne compte avoir un 3e enfant parce qu'elle a déjà eu de grossesse, non, ça part mal, même très mal, et c'est illégal. Donc en fait, c'est se dire, qu'est-ce que je pose comme question pour être pertinent ? Pareil sur les hard skills et sur les soft skills. Et dans ton process, du coup, s'il y a, 3 étapes, faut que chacune ait un intérêt. T'as des entreprises qui font 3 entretiens avec 3 personnes différentes pour poser les mêmes questions. Et ça sert à rien, parce que tu auras les mêmes réponses au global, et du coup les gens se diront bah oui en effet la question sur les défauts, oh là là il a dit perfectionniste, ça marchera pas. Je grossis le trait exprès, mais du coup donc 3e chose c'est ça, et 4e du coup c'est la partie hyper importante souvent qu'on oublie, c'est la partie closing. Le closing ça commence à comment j'arrive à convaincre la personne de dire oui à ma promesse d'embauche, et ça finit à l'onboarding. Il se passe une période des fois de 3 mois de préavis, tu vois, et pareil là du coup tu fais du pre-boarding. Le pre-boarding c'est la phase entre oui je te rejoins ta boîte et le premier jour où tu arrives officiellement dans les bureaux. Donc il se passe souvent 3 mois en France par rapport à ça. Et donc c'est comment est-ce que tu prépares ton closing. Et si tu prépares ces 4 étapes, donc quel est mon besoin, comment je trouve mes candidats, comment je les évalue et comment je les close et comment je les onboard, ton recrutement sera efficace. Peu importe le type de boîte, peu importe le métier, si c'est préparé et que c'est réfléchi, ça marchera. Donc préparation, bien identifier ton besoin. C'est ça, et être structuré, vraiment rigoureux. C'est pas un truc qu'on fait, comme tu dis, au feeling. Hyper processé, quoi. Exactement. Hyper processé. C'est un peu c'est de l'ingénierie, tu vois, tu pourrais dire, de process. C'est du lean management, c'est tout ce que tu veux. C'est vraiment, tu t'assures que ça marche bien. Et pareil, tu pourrais dire qu'il y a une étape bonus, l'étape 5. C'est une fois que tu as recruté, tu fais ton rétro-engineer. Qu'est-ce qui a marché? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui a pas marché pour que le prochain recrutement, tu puisses faire mieux encore. Et encore plus efficient. Exactement, plus efficient. Donc donc en fait,
C'est aussi un sujet pour lequel on peut venir te voir, de se dire, bah voilà, j'ai besoin de Clairement. créer mon process recrutement avec les questions à poser, etc. Enfin, voilà. C'est ça. Nous, tu vois, aujourd'hui, on forme à la fois aux compétences métiers du recrutement, mais aussi en effet au côté orga. Et donc, on forme et des recruteurs et des recruteuses, mais aussi des managers, des dirigeants et des dirigeantes. Bien sûr. Tous les gens qui recrutent ont besoin d'être formés. Pas au même niveau, je dirais. Un dirigeant, tu lui dis, genre, j'ai 30 heures de formation recrutement, et il te dit, j'ai pas le temps. C'est logique, mais on forme tout le monde, en effet, parce que c'est trop important, en fait, le fait de bien faire du recrutement, et surtout le fait de le mal faire, ça a tellement d'impact sur la vie des gens qu'on veut pas ça. Super. Alors, on parle des gens qui recrutent, mais aujourd'hui, il y a un nouvel intervenant, c'est l'IA. C'est quoi l'IA? Je connais pas. C'est quoi le principe? J'en ai pas entendu parler. Genre en 2023, c'était pas assez. L'IA, tu dis? Pour intelligence artificielle? Non, je connais pas. J'en ai entendu parler. Mais du coup, ça intervient dans beaucoup de process aujourd'hui, dans beaucoup enfin, ça nous fait gagner beaucoup de temps sur beaucoup de choses. En recrutement, comment ça se passe? C'est quoi les opportunités? C'est quoi les menaces de l'IA par rapport à notre sujet? Je dirais là-dessus, il y a 3 choses. La première, c'est ça sert à rien l'IA si tu connais pas la base. Par exemple, tu vois, sur le sourcing, avant d'avoir un outil d'IA qui va te générer des requêtes booléennes, donc les booléennes, c'est quand tu cherches des gens du coup sur LinkedIn par exemple ou sur Google, il faut maîtriser ça à la main. Il faut comprendre ce que tu fais avant de l'automatiser. Et donc première chose, c'est l'IA, c'est bien, mais si t'as pas la base théorique, la base pratique et que tu t'es pas amusé à mettre les mains dans le cambouis, en fait, tu vas pouvoir faire de l'IA et faire la même chose, tu auras le même résultat, mais si demain, admettons, l'IA s'arrête, tu sauras plus faire. Et en même temps, tu comprendras pas ce que tu fais. Et c'est pas forcément intéressant. Et potentiellement, tu fais des erreurs parce que du coup, l'IA fera à ta place. Et en fait, tu sais, là-dessus, l'IA, c'est juste une question de input-output. Donc, en gros, du coup, ce que tu donnes à la machine, c'est ton input. Je te donne une consigne et l'output, c'est ce qu'elle te donne en retour dans l'IA générative. Et donc, si ton input, il est nul et que tu comprends pas de quoi tu parles, ton output sera pas à la hauteur. Par contre, si tu as les compétences, que tu as les connaissances, que tu as l'expérience et que du coup, ton input, il est parfait, ton output sera à la hauteur. Donc, ça, c'est la première chose. L'importance de la requête. Exactement. Et de comprendre ce que tu fais avant de lui faire une requête. Deuxième chose, ça va être un peu le côté, comment je dirais, l'IA peut pas tout faire aujourd'hui. Même si ça fait des efforts, des progrès de malade, genre depuis le lancement de ChatGPT jusqu'à aujourd'hui, c'est impressionnant ce que ça fait. Mais il y a encore pas mal de choses où ça marche pas très bien. Par exemple, tout ce qui est créatif. Donc typiquement, faire une annonce, faire un message d'approche. Tu peux en faire de qualité, mais si tu veux vraiment faire un truc bien, ça sera sans IA. Par contre, tout ce qui est redondant et, j'ai envie de dire, sans valeur ajoutée. Genre email automatique. Genre email de relance, par exemple. De relance. Où tu vois, générer, en fait, tu peux générer tout un process de A à Z. Donc, tu peux lui dire, je cherche à recruter un comptable. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Il y en a combien en France? Combien il gagne? Du coup, tu peux faire une sorte d'étude un peu de marché. Tu peux lui demander de te trouver les compétences. Tu peux lui demander de te générer des questions pour évaluer les compétences, et d'aller plus loin, tu vas générer les bonnes réponses et les mauvaises réponses, et du coup, tu auras un barème genre de 1 à 5, et ça, du coup, en fait, ça te génère une sorte de trame, et quand tu as un entretien à une personne, ton IA générative, elle peut te faire tout ça. Aujourd'hui, ça, c'est le truc le plus simple, et qui marche, en fait, à tous les coups, parce que du coup, c'est pas quelque chose de compliqué pour l'IA à faire. Il se base sur Internet, et il te donne des retours qui sont, voilà, pour un comptable, tu poses ça, ça, ça et ça, une bonne réponse, c'est celle-là, une mauvaise, c'est celle-là. Et du coup, ça s'appelle la scorecard, cette méthodologie-là, pour être hyper objectif en entretien, et ça, l'IA peut le faire. Et la troisième chose, pour le coup, je dirais, sur l'IA, c'est que ça évolue tous les jours. Et donc, c'est à la fois je dirais, le pour et le contre, c'est que t'as un peu l'impression où tu te sens débordé, enfin, tu te sens dépassé. Tu vois, tu vas voir les mêmes posts LinkedIn que moi, c'est, j'ai essayé 40 outils cette semaine en IA, voilà mes 10 préférés. Et du coup, soit tu te dis genre, va-t'en, tais-toi, tu m'énerves. Soit tu te dis genre, flemme, j'ai pas que ça à faire que d'essayer 12 000 outils. Et donc en fait, juste en prends un ou deux que tu maîtrises, genre tu vois, ChatGPT suffit à la plupart des cas aujourd'hui. Le reste, il y a plein de choses qui existent, certes. Ou Nuta, que j'aime beaucoup, moi, qui est un outil d'IA pour enregistrer tes entretiens. Donc en gros, tu vas faire un entretien, il va te prendre, il va t'écrire ce qu'a dit la personne, ce que t'as dit toi, il te fait un résumé, il te dit minute par minute les questions que t'as posées et les réponses que tu as, le ton. Donc c'est N2OTA, c'est très chouette comme outil, tu vois, et j'aurais bien aimé, dans ma vie de recruteur en CDI, avoir ça, en fait, au quotidien pour enregistrer mes entretiens et ne pas avoir à prendre des notes. Donc tu prends Nuta et ChatGPT, ça te suffit à 99% des usages de l'IA, tu vois. Pas besoin d'aller faire te retrouver le meilleur outil possible. Ouais, super passionnant ça. Moi, c'est cool comme outil. Tant que ça marche aussi pour une démarche commerciale, tu vois, quand tu as un rendez-vous client, ça prend en note. Par contre, il faut demander à la personne si elle est OK pour être enregistrée par l'IA. Voilà, exactement. Donc oui, l'IA, c'est comme dans tous les autres domaines, hein, on est nous un humain et personne peut remplacer nos connaissances, en fait. Et c'est un peu un assistant personnel. Exactement. Le stagiaire gratuit est plus efficace. Oh, l'angoisse de la phrase, tu sais. Non, stagiaire gratuit, ça n'existe pas. Non. Ça ne doit pas exister, d'ailleurs. Ça a existé, hein. J'ai fait des stages gratuits. Hein. Fut un temps.
Alors, question suivante, et c'est la dernière de notre interview, c'est on parle beaucoup de marque employeur, tu en parlais tout à l'heure. Quels sont pour toi les conseils en termes de communication entreprise par rapport à tout ça? Parce que personnellement, je communique beaucoup sur, tu vois, ma marque quelque part. Ouais. Je sais que ça prend énormément de temps. J'imagine que pour les entreprises, c'est pareil, voire pire. C'est un vrai boulot. Disons, les 3 trucs indispensables pour une marque employeur réussie, on va dire. Pour une communication marque employeur réussie, c'est quoi pour toi? Et des choses qui sont faciles à faire et gratuites, c'est vraiment se dire que la marque employeur en tant que telle, elle est un peu dépassée aujourd'hui. En gros, je te fais un résumé, mais la marque employeur historiquement, c'est je suis Coca-Cola. Ma marque employeur, c'est je vous paye bien, j'ai plein d'avantages salariés, j'ai des beaux locaux et j'ai un baby-foot, venez chez moi. C'est pas forcément intéressant aujourd'hui, c'est pas ce que les gens veulent. Donc pour moi, elle est remplacée par 3 choses. Ta marque employeur, elle demeure, mais elle est aidée par d'autres choses. Elle demeure, et comment tu fais une marque employeur efficace? C'est le premier point, du coup, c'est tu définis vraiment ta marque employeur et pas un truc que tu décides en codir, tu vois. C'est qu'est-ce que mes salariés pensent, qu'est-ce qu'ils aiment chez moi, qu'est-ce qu'ils aiment pas dans ma boîte. Et par rapport à ça, du coup, tu crées une marque employeur qui correspond à la réalité et pas un truc que tu déclares. Genre, tu vois, les boîtes qui te disent en termes de valeurs, qui sont dans la collaboration, dans l'esprit d'équipe et dans l'innovation, ça veut rien dire. Tout le monde peut se déclarer innovant. Mais concrètement, montre-moi comment tu es. Donc, je dirais, 1, c'est définir ça. Et 2, du coup, c'est montrer des vrais exemples. Aujourd'hui, les candidats, ils veulent de la transparence et ils veulent se projeter. Et du coup, les projeter en disant qu'on est collaboratif, non. Les projeter en leur disant, par contre, regardez, ça, c'est les locaux. On vous a fait une vidéo d'1 heure où chaque salarié explique comment, du coup, ils travaillent ensemble et pourquoi est-ce que c'est un vrai truc et pas un truc qu'on écrit sur les murs. Donc, en gros, ils veulent de la transparence et ils veulent de l'authenticité. Donc, première chose, tu crées une marque employeur qui est co-construite, authentique, transparente et complète. Deuxième élément, du coup, tu passes de la marque employeur à la marque employé. Donc aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn, qui est juste, je crois qu'on est à 30 millions de gens maintenant en France qui ont un compte LinkedIn. En fait, une communication d'un salarié a beaucoup plus de poids qu'une communication d'une entreprise. Il y a plein de chiffres différents qui te disent que c'est de 4 à 16 fois plus efficace. Chacun y va de son stade. C'est compliqué à mesurer, je pense. Mais en gros, un salarié qui dit, regardez, je suis trop heureux parce que ça et ça, et que ça se voit que c'est pas un post rédigé par le service com et copié-collé par le salarié, et que c'est vraiment authentique, ça a beaucoup plus de poids pour un futur collègue que du coup l'entreprise qui dit, on avait une journée, je sais pas, foot et regardez, on est trop content. Ou on a fait une journée avec une asso et on a repeint les chambres d'un hôpital. Très bien, c'est intéressant, mais du coup c'est moins pertinent que le salarié qui te dit, ça fait 3 ans que je suis dans cette boîte, j'ai ma 2e promotion, aujourd'hui je suis très content, j'ai commencé en tant que stagiaire sans diplôme et donc voilà, manager d'une équipe de 10. Waouh, là du coup t'as envie d'avoir le même parcours que cette personne-là. Exactement. Alors que du coup une personne morale qui est l'entreprise, c'est un mythe, tu vois, ça n'existe pas. Une entreprise n'existe pas. C'est une conception, c'est pas ce qu'on croit à l'entreprise qu'elle existe. Alors qu'une personne, elle existe vraiment. Tu peux la toucher, elle peut te parler, tu peux l'écouter parler. Et donc, du coup, typiquement, la marque employée, pour moi, est plus puissante que la marque employeur. Et la 3e chose qui marche beaucoup en ce moment, et c'est vraiment la tendance, je dirais, qui va immerger, c'est le copartage de marque. Donc, en gros, faire en sorte que des gens parlent de toi, qui sont ni toi, ni ton salarié. Donc, s'il y a un média qui parle de toi, s'il y a un salarié qui va sur un podcast, qui parle de la boîte, etc., etc., en gros, que faire en sorte que d'autres personnes parlent de ta boîte de manière, pour le coup, objective et transparente, et pas de manière fausse, en mode genre faire de l'achat média, tu vois, sur BFM Business. La plupart des gens qui vont faire BFM Business, tu vois, j'en sais pas, c'est acheter ta place, tu payes pour y passer. Donc en fait, avoir des médias qui parlent de toi sans du coup te solliciter et sans te faire payer de l'argent, pour moi c'est une 3e chose. Mais par contre là, il y a plus de temps pour faire ça. Donc je dirais, s'il y avait une chose à faire, c'est la marque employée. On oublie la marque employeur presque et on fait parler ses salariés sur les réseaux. 2e chose, la marque employeur, on la co-construit, on la rend authentique, transparente et efficace. Et 3e chose, on fait du coup du co-branding avec d'autres personnes et d'autres marques qui vont parler de ta propre marque. Super intéressant. Marque employée. Interroger tes salariés, tes collaborateurs. Et je t'enverrai, si tu veux, un lien d'un article que j'ai créé qui s'appelait Comment construire sa marque employeur de A à Z, qui justement donne les étapes. Donc tu as 7 étapes différentes. Je t'enverrai le lien. C'est super, on le mettra en commentaire du descriptif de cet épisode. Génial, merci beaucoup Léo, c'était super intéressant. Alors on va passer à la 3e partie de les questions difficiles là. Cet épisode, les Holy Questions, c'est mes questions chouchou que je pose à tous mes invités, j'adore, parce qu'après je fais des best-of et c'est hyper sympa. Alors la première question, ta routine du matin pour passer une bonne journée. Je vais te décevoir, j'en ai pas vraiment de routine. Mais en fait, pour moi, le matin et le soir, c'est les seuls moments que j'ai avec ma conjointe. Ouais. Et donc, du coup, c'est un moment à 2. Alors, à 3, parce qu'il y a le chat, des fois, qui s'immisce. Mais c'est un moment à 2 où, justement, on va prendre le temps de faire un vrai petit déjeuner. Oui. Donc, tu vois, tous les matins, je vais à la boulangerie, prendre une viennoiserie ou un peu de pain, tu vois. Même s'il fait moins 3 degrés, comme en ce moment, à l'heure où on l'enregistre à Paris. Et du coup, prendre le temps, pour moi, de manger ensemble, de parler, de discuter. Que ce soit, du coup, dans le lit au matin, que ce soit, du coup, au petit déjeuner. Pour moi, c'est important d'avoir un vrai lien avec la personne avec laquelle
tu partages ta vie. Parce qu'on n'a pas d'enfant, on peut faire ça aussi. Genre, je précise, c'est important comme détail. Profitez-en. Mais du coup, c'est plutôt ça. Donc, j'ai pas de routine de sport, j'ai pas de routine de veille, je fais pas de gratitude sur un carnet. Une routine, mais ça. c'est une routine qui est une routine humaine avec la personne du coup qui partage ma vie d'un point de vue c'est personnel. Canon. J'adore cette routine. Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien? On en a beaucoup parlé. C'est vraiment, enfin, ça va paraître très bidon comme réponse, mais c'est aider les gens. Enfin, si je voulais gagner de l'argent, j'aurais fait un cap de recrutement. Et si je voulais, pour le coup, je sais pas, faire un truc engagé, j'aurais fait de l'associatif. Aujourd'hui, mon but, c'est de me dire que j'aide les gens. En fait, j'aide les recruteurs et les recruteuses, managers, dirigeants, etc., à être plus efficaces et à kiffer leur job. En fait, c'est les deux choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les gens qu'on forme, à la fin, se disent, je suis meilleur dans mon job, et deux, j'aime ça. C'est là un job, quand tu fais du recrutement, où très vite, t'es dépassé par ça, et en fait, ça t'énerve. Et donc, moi, ce qui m'anime, c'est me dire, j'ai été utile, j'ai rendu service. Et donc les meilleures choses, c'est pas avoir plus d'IK de CA sur mon compte pro. Les meilleures choses, c'est quand quelqu'un me dit, en fait, j'ai appliqué ta méthode, elle marche, ça fonctionne, on l'a recruté en 2 semaines. Là, je suis heureux. J'aime beaucoup ta devise. J'aide les gens à kiffer leur job. C'est un peu aussi la mienne. Une personne ou un mentor qui t'a inspiré dans ta carrière, c'est qui? Il y en a beaucoup. Si je devais en retenir une seule personne, c'était la personne que j'ai eue en tant que boss pour mon premier CDI, qui s'appelle Yacine Belfki, et qui est un entrepreneur multi-récidiviste, je sais pas comment, serial entrepreneur, comme on dit, et du coup qui aujourd'hui a créé d'ailleurs une boîte dans le recrutement. Et ce qui est assez drôle, c'est que en gros, j'étais du coup mon boss à l'époque, et c'était du coup mon employeur. Et aujourd'hui, du coup, j'ai investi dans sa boîte qui fait du recrutement aussi, qui s'appelle Solers, qui est destiné au profil plutôt technique. Et c'est quelqu'un qui, humainement, est extraordinaire. Il est toujours positif, il est toujours souriant, il a toujours une solution à tout. Il prend le temps de faire les choses bien. Et un point de vue pro, qui est aussi respectable, parce qu'il a créé une boîte de 50 salariés, qu'ensuite il a revendue, il en a créé une autre, puis là il est en train d'en créer une autre, et ça marche très bien pour lui. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui, d'un point de vue pro et perso, est extraordinaire. Et donc solaire, comme le nom de sa Exactement. Et il est solaire, tout à fait. Quelle est ta devise dans la vie? Si je devais en dire pareil qu'une seule, c'est le fait de tenter des trucs, d'essayer des choses. Je dirais que c'est plutôt genre essaye, au pire ça marche pas, on s'en fout quoi. Quand t'es entrepreneur, de toute façon c'est ta devise parce que tu passes ton temps à essayer des choses. Et je dirais je le fais beaucoup en CDI, mais du coup souvent c'est mal vu en CDI. C'est mieux vu de faire ce qu'on te demande de faire. Et donc maintenant que je suis à mon compte, c'est un truc qui me correspond parfaitement parce que je passe mon temps à essayer des choses. Ça marche pas, on arrête et on en rigole. Et ça marche, on continue et on amplifie. Canon, essaye. On verra bien. Essaye, on verra bien. C'est quoi, je sais plus dans quel film, genre sur un malentendu ça marchera. C'est quoi, Jean-Claude Duss, c'est ça, je crois. Jean-Claude Duss, c'est un peu ça, tu vois. Vas-y, fonce. Un livre que tu nous conseilles de lire? Il y en a plusieurs. Tu veux un livre plutôt pro, plutôt perso? Je pense, j'en ai cité qu'un seul? Non, plusieurs, vas-y. Ok, il y en a un que j'aime beaucoup récemment, qui s'appelle Notre cerveau pense-t-il au masculin, que j'ai trouvé hyper intéressant. Qui en gros, c'est du coup, ils sont 3 chercheurs et chercheuses en linguistique, et qui expliquent en fait le pouvoir des mots sur la réalité. Et donc typiquement, par exemple, si du coup je te dis un dirigeant, t'imagines forcément un homme. Par contre, si je te dis un dirigeant et une dirigeante, tu vas imaginer un homme et une femme, ce qui est logique quand tu y penses. Et en fait, du coup, dans le recrutement, on a beaucoup d'écrits dans les messages d'approche, dans les annonces, dans le marque employeur. Et en gros, dans ce livre, il explique que quand tu mets un homme au neutre, et donc on a notre cher président qui a dit une énorme bêtise qui est que le masculin fait le neutre. C'est bête de dire ça. La langue française, en effet, marche comme ça, et c'est pour moi un problème principal. Tu vois, typiquement, on serait dans une salle avec 14 femmes et moi, je dois dire, nous sommes tous ici présents et beaux. Ça fait aucun sens quand tu y penses. Et donc, du coup, dans ce livre-là, il t'explique justement que le pouvoir des mots a un impact sur tes représentations mentales. Et du coup, c'est plein de petites choses pour justement rendre aussi l'écriture inclusive et la vraie écriture inclusive, pas genre le point médian qui fait polémique partout où il va. Non, c'est qu'est-ce que c'est écrire de manière inclusive? Comment est-ce qu'on s'assure que du coup, nos mots ont l'impact qu'ils vont avoir? Tu vois, il y a une étude qu'il a faite dans ce livre qui te montre que ils ont demandé à des étudiants et étudiantes, donc c'était une promo de 100 personnes, d'imaginer l'histoire d'un entrepreneur. Ils ont dit ça comme ça, histoire d'entrepreneur. Forcément, tu as eu 90% d'hommes et 10% de femmes. Ensuite, ils ont demandé, racontez-nous l'histoire d'entrepreneur et d'entrepreneuse, 50-50. Quand tu remets en fait les mots au cœur du débat, en fait, du coup, tu as une égalité. C'est vrai. Donc, Notre cerveau pense-t-il au masculin? De mémoire, l'auteur principal, c'est Pascal Guijax, et j'ai oublié par contre le nom de ses co-autrices. D'accord, hyper intéressant. De toute façon, oui. Les mots, d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, quand je parle en anglais, j'ai pas du tout le même mindset. Exactement. Je me sens pas du tout pareil. Ça a pas la même énergie, en fait. La langue, elle a pas la même énergie. Je pense que les mots qu'on choisit aussi dans notre quotidien, c'est très important. Parce que ça va conditionner comment on va penser et quelle émotion on va ressentir. Donc, effectivement, c'est très profond comme sujet. Et une chanson qui te donne la pêche, justement, on parlait d'énergie.
Il y en a une que j'ai. Alors c'est une découverte assez récente. C'était je sais plus combienième anniversaire de la mort de Michel Berger, Ouais. et ils ont sorti une chanson exclusive qui s'appelle Vivre et qui est vraiment très chouette. Alors c'est pas la version, enfin c'est pas le truc en termes de musique, elle est pas dynamique, tu vas pas danser dessus, mais elle est très belle, elle est très douce et en fait du coup le mot d'ordre c'est vivre en fait, kiffer et faire des choses et des expériences. Donc ça rejoint un peu ma vision. Donc ça s'appelle Vivre de Michel Berger et c'est vraiment très chouette. Bravo, j'aime beaucoup. J'ai découvert via une pub pour la nouvelle de Dacia Duster. Rien à voir, tu vois, mais ils ont utilisé cette musique là sur la pub et cette musique est extraordinaire. Je vais la rajouter à la playlist Hollywork qui est sur Deezer. Génial. Une personne que tu me conseillerais de contacter pour un prochain épisode? T'as un sujet en particulier ou pas? Hollywork, forcément. Explorer le monde du travail d'aujourd'hui, inspirer les personnes sur des parcours. J'ai une personne à laquelle je pense, que j'ai rencontrée il y a pas longtemps et on va enregistrer sur le podcast, mais tu peux la voir aussi. Elle s'appelle Hélène Rossineau. Je sais pas si t'as entendu parler d'elle. Hélène Rossineau, super. Ouais, non, tu connais pas? Non. Tu dis oui comme si tu la connaissais. Non, elle est médecin t'écoute. et son combat c'est de faire en sorte que les aidants, les aidantes soient mieux respectés d'un point de vue pro et perso. Elle fait beaucoup de contenu là-dessus et notamment lié au monde du travail. Tu vois, les stats, c'est en 2030, t'auras 1 salarié sur 4 qui sera aidant. Et en fait, les boîtes ne sont pas prêtes à ça aujourd'hui. Et donc, c'est sa bataille. Donc, Hélène Rossineau, et c'est quelqu'un de très dynamique, de très solaire, que j'aime beaucoup. Donc, je te conseille Hélène. C'est un sujet qui me touche, les aidants, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus à l'époque où je travaillais en agence de publicité pour un gros laboratoire où on a beaucoup travaillé. On a fait une campagne là-dessus sur les aidants. Et je vous invite aussi à écouter mon épisode où j'ai interviewé Céline Martinez. L'année dernière, un témoignage très touchant. C'est aussi une aidante et elle est en tant qu'aidante, du coup, elle est aidante, voilà. Et comment elle a pu changer de métier, monter son cabinet de thérapie. Enfin, elle est thérapeute aujourd'hui, en étant aidante à vraiment 100% de son temps, puisque son enfant a un handicap très lourd. D'accord. Pourtant, c'est une personne très solaire. Et voilà, c'était une grosse leçon de vie, cet épisode-là. C'est une personne extraordinaire. Donc, ouais, ça va dans ce sens-là, effectivement. Être aidant et continuer à évoluer dans sa carrière, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et c'est toute sa bataille, justement, à Hélène, tout ça, de faire en sorte que ça soit plus connu au niveau global. Elle a déjà écrit 5 livres sur le sujet en l'espace de 5 ans. C'est serial autrice. Hyper intéressant. Je vais vous appeler très bientôt. Et puis dernière question, la carte. Ah oui. Alors voilà, donc on a un petit jeu avec des... C'est un tour de magie, non? C'est pas un tour de magie, c'est toi, j'en prends une au ton hasard. énergie, et tu vas sortir une carte. Et j'aime bien faire le lien entre ce que tu vas sortir et ce qu'on s'est dit. Je te la montre ou pas? Ouais, bien sûr. C'est sûr, hein? Bien sûr. Il y a écrit, du coup, je suis patient car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Ah waouh, c'est beau. Il faut que tu dises ce que ça m'évoque, du coup, je suppose que c'est ça. En vrai, je pense que c'est le lien direct que j'ai, c'est moi je pense que j'ai toujours eu un profil entrepreneurial en termes de personnalité, et j'ai passé 7 ans de ma vie à être un salarié avant, et en fait en me disant toujours qu'un jour ça arriverait, et il a fallu que je rencontre du coup Élise, qu'on associe aujourd'hui, pour faire un peu le déclic en me disant viens on crée un truc ensemble. Donc du coup la patience m'a donné ma partenaire professionnelle aujourd'hui, sans qui je pense je kifferais pas autant l'entrepreneuriat. C'est canon parce qu'en plus vous voyez pas la carte, chers amis, mais il y a 2 personnes qui sont dessinées, qui se rencontrent en fait, qui se touchent. Elles ont il y a une fleur en fait. Elles tiennent chacune ensemble une fleur. Très jolie carte. Et c'est une très jolie carte. C'est toi qui as fait le design des cartes, non? Non, c'est je vous donnerai le lien, mais c'est une coach américaine que j'aime beaucoup. Là, son nom me vient pas là comme ça là. C'est pas grave. Trop le stress là, trouver son nom tout de suite. Mais Gabi Bernstein, voilà, Gabi Bernstein, voilà. J'ai retrouvé son nom et voilà. Et j'aime bien de temps en temps une de ces cartes parce que c'est super positif et super spirituel. Donc voilà, je suis patient car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie, et c'est ce que je vous souhaite à tous les amis en 2024. Vraiment. Petit mot de la fin, Léo. Mot de la fin, déjà bravo d'être resté jusqu'au bout. Tu le sais toi aussi, hein, les taux d'écoute de podcast, c'est pas 100% en fin d'épisode. Ouais, c'est vrai. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous devez recruter aujourd'hui, vous inquiétez pas, vous y arriverez quand même. Et si vous avez envie de faire plus, de faire différemment, sur mon LinkedIn, je raconte plein de choses gratos tous les jours, quasiment de la semaine, sauf le vendredi. Le vendredi, c'est pas LinkedIn, c'est la pause, pause de cerveau. Mais donc 4 jours par semaine, plein d'articles, de podcasts et autres. Donc pour vous aider à vous améliorer,
avez besoin d'aide en recrutement. Et deuxième chose, pour le coup, qui est plus liée à tout le monde dans la vie en général, c'est de prendre plaisir dans ce que vous faites. On a qu'une seule vie, ça fait très influenceur Instagram, tu sais, genre you have only one life, you know, you have to make the best of it. Mais genre vraiment prendre plaisir à ce qu'on fait, et qu'on soit en CDI, qu'on soit en CDD, qu'on soit en intérim, qu'on soit à son compte, peu importe ce qu'on fait, c'est ok de faire autre chose, c'est ok de changer. Oui, c'est risqué, oui, ça fait peur, mais en fait, ça serait dommage de passer une vie en n'étant pas aligné avec ce qu'on a envie de faire. Ben voilà, et j'ai envie de rajouter make each workday a holiday. Ça vient de là, Holywork. Ben voilà, magnifique. Boom. Make each workday a holiday. Kiffez votre boulot, les amis. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, que vous avez appris des choses. Vraiment, allez voir sur le compte de Léo, c'est canon ce qu'il fait. Et puis, toutes les formations qu'il propose, elles sont canon aussi. J'espère que vous avez eu envie de progresser dans votre manière de recruter et même d'être recruté, parce que franchement, aussi, vous avez le choix. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, vous savez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Insta, mais surtout LinkedIn et sur mon nouveau site Holywork. Je vous embrasse et à très bientôt, les amis. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!